Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h15, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Sandrine Rousseau, candidate à la primaire écologiste. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Alors avant d'évoquer la rentrée scolaire, Marseille et l'écologie quand même, un mot sur votre rentrée depuis 2-3 semaines. Là. Entre les petites phrases polémiques, maladresse aussi que vous avez reconnue là, est-ce que vous êtes satisfaite? Est-ce que vous estimez que vous marquez des points dans votre campagne? Le discours que je porte, en tous les cas, et qui est un discours qui détonne dans le paysage politique, a l'air de prendre et d'intéresser les gens. Donc oui, je suis évidemment satisfaite, mais je pense que ça correspond aussi à une envie dans la société d'avoir des personnes politiques qui portent des discours courageux, et c'est ce que je fais. Oui, c'est ça, c'est-à-dire pas une parole tiède, quoi. Nous, notre slogan, c'est parlons vrai, donc c'est ça, quoi. C'est ça, exactement. Oui. Alors, à ce sujet, quand même, vous assumez une certaine radicalité. Hier, à ce micro, il y avait Stéphane Le Foll du Parti Socialiste qui était invité et qui, sachant que vous étiez invité aujourd'hui, a tenu à vous faire une petite remarque. Écoutez-le, tiens. Sandrine Rousseau, qui, par exemple, sur l'écologie, dit « Je suis pétri de radicalité ». Ouais. Pour devenir présidente de la République, je lui dis, puisqu'elle viendra demain, vaut mieux être pétri de qualité que de radicalité pour gouverner. Ah, voilà. Alors, il dit il faut finalement la qualité et rassembler. Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous assumez la radicalité? Moi, je pense que si on est aujourd'hui, le fait d'être pragmatique et le fait d'être raisonnable, c'est de regarder les rapports du GIEC, c'est de regarder tout ce qui s'est passé cet été et de se dire que nous avons 5 ans pour agir. Aujourd'hui, vraiment, on a 5 ans pour modifier notre trajectoire en matière d'émissions de CO2 et de perte de biodiversité. Et que si on ne le fait pas, on risque le pire. Donc en fait, aujourd'hui, la radicalité est absolument indispensable. Mais non, mais moi je le dis aux personnes qui nous écoutent, c'est que oui, évidemment, il va y avoir un changement de société, c'est pas complètement simple de l'appréhender, mais aujourd'hui on a l'obligation de le faire, sans quoi on s'expose à des risques majeurs pour nous, pour nos enfants, et que notre responsabilité aujourd'hui, nous qui sommes en capacité de prendre des responsabilités et d'assumer des responsabilités, eh bien c'est d'avoir le courage politique de dire que oui, il nous faut diminuer notre consommation de biens. Par contre, ça ne veut pas dire notre consommation de services, etc. Mais au moins l'accumulation matérielle et les émissions de CO2. Oui, mais alors ça veut dire remise en cause quand même de notre société, de notre système tel qu'il existe. De notre système de consommation de masse et de production. Vous comprenez qu'il peut y avoir de l'inquiétude derrière. Un tas de gens qui vont dire mais quel modèle on nous propose en fait derrière? Est-ce que c'est par exemple de la décroissance? Vous voulez aller vers de la décroissance ou pas? Non, moi je suis économiste et la décroissance, ça n'a pas tellement de sens économique en vrai. Ouais. En plus, une société écologique, c'est une société où on consomme plus de culture, plus de sport, où on développe les services du care, on développe l'aménagement des logements, les transports, les transports de proximité évidemment, mais les services publics, la santé, enfin voilà. Donc en fait, c'est pas moins d'activité, c'est simplement une activité qui émet moins de carbone. Et oui, c'est un changement de comportement et un changement de vie. Mais encore une fois, regardez tout ce qui s'est passé cet été. Regardez quand est-ce qu'on aura conscience du fait que si un dôme de chaleur, si des inondations, si des sécheresses, si des incendies nous envahissent, nous ne pouvons plus aujourd'hui nous protéger suffisamment. Et par ailleurs, le GIEC nous le dit, toute tonne de CO2 que l'on émet aujourd'hui aggrave le réchauffement climatique. Donc voilà, soyons à la hauteur des enjeux. À la science, justement, pour lutter contre ça. Mais parce bien que sûr, par la science, on dit qu'on peut aller, on peut dire qu'on peut aller capter en fait le CO2 et le réutiliser aussi. Oui, mais ça en fait partie, ça. Non, mais c'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Il nous faut diminuer nos émissions de carbone. Qu'est-ce qu'il y a à la hauteur des enjeux? C'est les éoliennes, par exemple? Il nous faut diminuer de 80% nos émissions de CO2 d'ici 2030 pour être tranquille, pour vraiment avoir pris la bonne trajectoire. Au niveau mondial, oui, au niveau mondial, mais en France aussi. Bien sûr, en France, on montre quand même plutôt l'exemple. 80%, c'est énorme l'effort que nous avons à faire. C'est-à-dire qu'il nous faut véritablement transformer notre manière de vivre ensemble. Et c'est cela que je porte dans cette campagne, c'est de dire que ça ne se fait pas sans une réforme sociale profonde. Parce qu'on a besoin de protéger les personnes qui sont les plus fragiles dans notre société. Et que c'est en articulant la question sociale et la question écologique qu'on prendra la bonne route. C'est pas en inventant des bidules qui capteront quelques tonnes de CO2, mais qui ne nous permettront pas du tout d'être à la hauteur des enjeux. Oui, ce qui est difficile à faire passer aussi comme message, c'est auprès de pays qui, eux, veulent en fait se développer et veulent avoir accès à ce qu'il y a dans nos sociétés occidentales. Et qu'est-ce que vous leur dites? Alors vous dites, mais qu'eux aussi devront faire des efforts. Mais déjà, ils ont bien des difficultés à s'en sortir. Évidemment que ce ne sont pas eux qui doivent faire le principal des efforts, mais ils devront quand même en faire. Et surtout, aujourd'hui, dans notre diplomatie, la diplomatie de la France à l'étranger,
on doit absolument mettre les questions climatiques. Aujourd'hui, la Chine, par exemple, les discussions avec la Chine doivent être empreintes de questions climatiques comme de questions de droits humains. Et de la même manière qu'avec les États-Unis, qui sont aujourd'hui parmi les principaux émetteurs de carbone. On a vu que Joe Biden a essayé d'enclencher quelque chose de différent, mais la France a eu ce rôle d'éclaireur dans l'histoire avec la Déclaration des droits de l'homme, avec le siècle des Lumières. Nous devons retrouver cela sur la question écologique et sociale. Alors d'un mot encore pour conclure sur l'écologie. Alors justement, très concrètement, les auditeurs qui nous écoutent, ils se disent quoi ? Je dois arrêter par exemple de prendre ma voiture, je dois arrêter d'acheter en fait sur Amazon des choses qui viennent en fait de la Chine par exemple. Sur Amazon, en effet, je pense qu'il faut arrêter, oui. Et je pense que surtout aujourd'hui, la chose qui nous met le plus en danger dans nos vies, c'est le CO2. C'est vraiment ce qui nous met très très en danger, ce qui met nos vies en danger et surtout la vie de nos enfants en danger. Et c'est totalement gratuit. Dans notre société, tout se paye, sauf le carbone. Donc oui, je le dis, il va falloir... le nucléaire était pas mal pour ça, parce que ça évite les rejets. Il va falloir un prix du carbone à 200 voire 250 € d'ici 5 ans. Sandrine Rousseau, le nucléaire était une solution, selon certains quand même, non ? Le nucléaire, pour éviter les rejets. Non mais le nucléaire, comment vous faites pour maintenir des centrales nucléaires alors qu'on risque des sécheresses ou des inondations et que le nucléaire a absolument besoin d'un approvisionnement en eau constant? Comment vous faites pour continuer des centrales à charbon à la place? La question de la transition écologique, c'est une question. La transition énergétique, c'est une question que l'on doit poser en termes d'énergie renouvelable. Le charbon, ça n'est pas une énergie renouvelable. Par contre, le nucléaire n'est pas la solution non plus. Et c'est ça qu'il nous faut affronter. Et c'est ça qu'il nous faut affronter démocratiquement, c'est-à-dire organiser les conditions d'un débat démocratique pour choisir ensemble notre trajectoire. C'est exactement ce qui ne s'est pas fait dans la crise du Covid, où on a subi les décisions en permanence. Et c'est ce que je veux porter dans cette présidentielle, de dire prenons ensemble les décisions, mais par contre, prenons des décisions fortes, courageuses. Oui, nous avons besoin de diminuer nos émissions de CO2 de 80% en 5 ans. Sandrine Rousseau, d'ici 2030. On a bien parlé donc d'écologie. La rentrée scolaire, la vaccination et le pass sanitaire, puisque vous avez évoqué la crise du Covid, l'accélération de la campagne de vaccination pour les ados, là, qui devraient avoir un pass sanitaire fin septembre, vous approuvez ou pas ? Alors, moi, j'appelle à la vaccination et je me suis faite moi-même vacciner le premier jour où j'ai pu. Et vraiment, j'appelle les personnes à aller se faire vacciner parce que la santé est un bien commun et que plus on aura de personnes vaccinées, plus l'épidémie sera contenue. Par contre, sur le pass sanitaire, je suis beaucoup plus sceptique. Même s'il y a eu chez les Verts des personnes qui étaient un petit peu réticentes. Dans la société, il y a des gens qui sont plus réticentes. Voilà, mais il y en a qui préfèrent les médecines douces, par exemple, entre guillemets. Là, je dis, c'est un bien commun. Et quand on est en bonne santé, on a aussi le devoir de protéger les personnes qui ont des maladies chroniques, qui ont déjà eu des accidents de vaccination aussi, parce qu'il y a eu des personnes qui ont eu sur d'autres vaccins des accidents de vaccination. Donc aujourd'hui, notre responsabilité quand on est en bonne santé, c'est de protéger ces personnes-là. Sur le pass sanitaire alors sur le pass sanitaire, par contre, je suis beaucoup plus critique parce que le pass sanitaire, c'est un moyen de contrôle que l'on a délégué aux restaurateurs, aux personnes qui tiennent des structures culturelles, etc. C'est-à-dire que, et ça doit nous enseigner aussi sur les prochaines crises qui viendront, parce que dans le cadre du réchauffement climatique, il y aura d'autres crises. Tous les rapports nous le disent. Si à chaque fois qu'il y a une crise, on surveille davantage et on met davantage d'autoritarisme, eh bien on ne s'en sortira jamais et on créera des anticorps et des rébellions, et c'est ce qu'on est en train de vivre en France actuellement. Donc moi, sur le pass sanitaire, je suis sceptique. Maintenant, j'ai mon pass sanitaire puisque je suis vaccinée, mais je pense que les restaurateurs avaient autre chose à faire que de vérifier les passes sanitaires là maintenant. Bon, et pour les écoles, donc pas de pass sanitaire pour les enseignants. Mais le droit à l'éducation est fondamental. Là, depuis le début de cette crise, on bafoue les droits essentiels des personnes, et notamment l'éducation, qui est à la base et particulièrement de notre société. Vous soutenez les manifestants alors du samedi ? Pas ceux qui sont anti-vax, ça c'est sûr. Oui. Par contre, sur les critiques sur le pass sanitaire, en tous les cas, j'entends leurs inquiétudes. Oui. Et je me dis que petit à petit, on s'enferme quand même dans une société de surveillance sur laquelle il nous faut être vigilant. Bon, vous avez évoqué aussi, notamment sur le terrorisme. On ne va pas y revenir. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de votre petite phrase. Sandrine Rousseau, Emmanuel Macron est à Marseille. Il faut taper sur les trafiquantes, il dit, de drogue, mais aussi sur les complices, c'est-à-dire les consommateurs de cannabis. Est-ce qu'il a raison de pointer les consommateurs, le président de la République ? Alors là, moi, je suis à l'opposé de sa position sur la gestion des drogues. C'est-à-dire, je pense que la question des drogues, c'est une question
l'usage des drogues est une question de santé publique. Sur le cannabis, il nous faut légaliser le cannabis. Et par contre, il nous faut des moyens Pourquoi de il faut justice. légaliser le Et par cannabis contre, il nous faut des moyens de justice importants pour lutter contre le trafic international de drogue, ce qui aujourd'hui n'est pas fait. C'est-à-dire qu'on arrête juste les petits trafiquants, ceux qui sont en bout de chaîne, mais on n'a pas les moyens d'enquêter suffisamment sur l'ensemble du trafic. Donc, pourquoi il faut légaliser le cannabis ? Parce que c'est une porte d'entrée vers d'autres consommations et que par ailleurs, à partir du moment où vous légalisez, vous contrôlez la qualité des produits qui sont dedans, vous contrôlez les personnes et les circuits de distribution. Est-ce que vous n'allez pas inciter des jeunes aussi à consommer du cannabis, quoi ? On sait, puisque vous parlez de la santé. Vous savez qu'on est le pays où la consommation de cannabis augmente le plus fortement en Europe, alors qu'on est le pays le plus répressif. Et par ailleurs, j'ajoute que sur le cannabis, comme sur l'alcool, comme sur la cigarette, il nous faut fiscaliser cette consommation, ce qui nous permet aussi d'avoir une politique de santé publique importante. Donc en fait, c'est une drogue douce, exactement comme l'alcool et les cigarettes. On doit avoir une politique de santé publique autour de cela et lutter activement contre des trafics de drogue dures et internationaux qui en plus alimentent tous les réseaux d'attentats, puisqu'on sait que chez les talibans par exemple, la première chose qu'ils ont repris là, ce sont les champs d'opium. Bien sûr, c'est les contrôles, vous fumez, vous, du cannabis, justement ? Vous avez fumé, vos proches, vos enfants ? J'en ai fumé quand j'étais jeune, mais je n'en fume plus. Bon, donc vous le recommandez à vos enfants ? Non, je le recommande à personne. Et j'ai vu moi qui suis prof à l'université, j'ai vu beaucoup aussi de jeunes s'enfermer là-dedans et je sais les dangers du cannabis. Bien sûr, mais comme l'alcool, comme la cigarette, tout cela est dangereux. Par contre, tant qu'on est dans du trafic, on ne contrôle pas ni la consommation, ni l'âge auquel les gens y ont accès, ni la qualité des produits qu'il y a à l'intérieur. Dites-moi, comment vous avez pris cette première journée d'Emmanuel Macron à Marseille ? C'est sa place, président de la République, 3 jours dans la cité phocéenne, pour un grand plan ? Le président de la République est arrivé déjà dans une cité qui avait été nettoyée la veille. Enfin, c'est quand même incroyable qu'on ait recruté des sociétés pour nettoyer la ville. C'est-à-dire que le président de la République ne voit pas la France telle qu'elle est et ne voit pas Marseille telle qu'elle est. Et il arrive et on lui dessine une scène et il fait ses grandes annonces. Et quand on gère les Marseille. quartiers nord, je connais, j'y vais, etc. On lui a tout nettoyé. Moi, j'y étais 2 jours avant et j'ai bien vu que les rues étaient sales et qu'en fait, ça fait aussi partie de la question des quartiers nord, de savoir comment on respecte les personnes qui y vivent. Et en l'occurrence, la propreté des espaces publics, ça fait partie de ce respect des personnes qui y vivent. Et là, il arrive dans une Marseille aseptisée. Et la richesse de Marseille, la force de Marseille, ce sont tous les collectifs citoyens, les résistances. Et c'est aussi toute cette ambiance marseillaise. Et là, l'ambiance avec des règlements de compte, 12 victimes et puis une insécurité dans beaucoup d'endroits de la ville, quand même. Mais bien sûr que Marseille est face à un problème d'insécurité. C'est pas la seule ville. Mais encore une fois, c'est pas en arrivant et en nettoyant tout et en ayant des annonces à coups de milliards qu'on gère quoi que ce soit sur cette ville-là. Au contraire, il nous faut une action sur le long cours. La municipalité des années précédentes a été en deçà de tout sur les écoles, le logement, etc. Aujourd'hui, il nous faut vraiment un investissement sur le long terme sur Marseille et surtout un respect des Marseillais qui méritent mieux que des effets d'annonce et des effets de manche. À propos de Marseille, il y avait Jean-Luc Mélenchon hier qui était là pour accueillir aussi Emmanuel Macron. On vous a vu il n'y a pas si longtemps. J'y étais il y a 2 jours. Voilà aussi. Et puis des rencontres avec des gens de LFI. Est-ce que vous êtes plus près finalement aujourd'hui de la France Insoumise que de Yannick Jadot et certains dans votre parti, chez les écologistes? Moi, je suis proche de tout le monde et je tends la main à tout le monde et je suis proche de ma famille politique. Je suis au sein de ma famille politique et on partage 90% de nos programmatiques. Mais vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous êtes plus proche des idées de Jean-Luc Mélenchon que des idées de Yannick Jadot? Je porte une écologie sociale et je porte une écologie radicale qui, encore une fois, dit en 5 ans, nous devons changer radicalement notre modèle social et notre modèle économique pour faire face aux défis qui sont les nôtres. Et la question que je pose à gauche, c'est de dire qui est prêt à nous suivre si en 5 ans on sort des pesticides et des engrais chimiques? Qui est prêt à venir? Jean-Luc Mélenchon, par exemple, aux Amphis a dit moi ça m'intéresse. Et le PS doit répondre à cette question-là. Et Stéphane Le Foll, je ne sais pas si vous lui avez posé la question hier, mais est-il en mesure d'accréditer et de soutenir une sortie des pesticides? Quand il était ministre de l'Agriculture, sous son mandat à lui, les pesticides ont augmenté. Donc la question, c'est quelle est la volonté politique d'aller vers une société qui nous protège? Donc Yannick Jadot fait erreur quand il veut aller vers une écologie raisonnable. C'est ce que vous dites, quoi. Mais pas du tout. C'est une ligne politique différente. C'est une ligne politique différente. Les primaires, elles servent précisément à choisir
Chacun d'ailleurs peut s'inscrire dans ces primaires. Il suffit de s'inscrire sur lesécologistes.fr. Dès que vous avez 16 ans, n'importe qui peut s'y inscrire. Vous choisissez une ligne politique. Et c'est à ça que servent les primaires. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous préférez? Une écologie radicale ou une écologie raisonnable? Une écologie pragmatique, une écologie qui est ambitieuse et courageuse? C'est aux personnes de choisir. Moi, je présente ce que je veux porter. Après, aux électeurs et électrices de choisir. C'est entendu chez vous, chez les militants d'Europe Écologie Les Verts? Pardon, vous êtes confiante? C'est entendu votre discours? Je pense que c'est très entendu et je pense que c'est même très. Vous voyez gagnante, c'est très accueilli avec. C'est accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, je pense même. Parmi vous voyez gagnante, j'ai l'impression, non? Je ne me vois rien du tout. Je me vois comme candidate à la primaire et je porte mes idées et je les porterai jusqu'au bout et avec la constance et la sérénité qu'il me faut pour le faire. Imaginons un instant, vous êtes élue présidente de la République. Quelle décision concrète et symbolique forte prendriez-vous? Une décision forte. La première décision que je prendrai, je l'ai déjà dit, c'est de mettre en place un revenu d'existence à 850 €, qui fait que personne dans notre pays ne descende en deçà de 850 €. Mais ça, c'est plus en fait une mesure sociale, plus que de l'écologie. Sur l'écologie, est-ce que vous supprimez les voitures, par exemple, dans tous les centres-villes? Je mets la tonne de carbone à 200 €. Et sur les voitures, précisément, je ne porte pas une écologie d'interdiction des voitures. Je porte une écologie qui dise, attention, on doit absolument limiter nos émissions de carbone. Si vous avez absolument besoin de votre voiture, si vous ne pouvez pas du tout vous en... Il y a des millions d'automobilistes qui la prennent. Il y a des millions d'automobilistes qui aussi pourraient avoir des transports en commun à proximité. Moi je dis, il nous faut investir dans des transports en commun partout sur le territoire. Mais si vraiment, parce que votre travail l'exige, vous ne pouvez pas du tout vous passer de véhicule, alors il va falloir faire d'autres efforts sur votre vie. Vous, par exemple, vous êtes venu en voiture? Vous êtes venu comment? En voiture? Là, je suis à Paris, j'étais en métro et c'est vous qui m'avez envoyé une voiture, voilà, c'est ça. Au bas de mon immeuble ce matin parce que c'était très tôt. C'est vous qui me l'avez envoyé, je vous rappelle. En revanche, on ne sait pas si elle était hybride ou pas hybride, etc. Non, ça, je n'ai pas regardé le moteur. Non, merci Sandrine Housseau. On va suivre en tout cas candidate à la primaire écologiste. Merci d'être venue ce matin au micro de Sud Radio.